Tu as toujours été comme ça depuis ton enfance. Tous les enfants s'assoient normalement, ils jouent avec ce qu'on leur donne. Mais tu as toujours voulu plus que les autres enfants. Comme si tu étais meilleur que les autres. Marie resta silencieuse. Elle savait que lorsque sa belle-mère était de cette humeur, il valait mieux ne pas discuter avec elle. En fait, Emily Harris n'était pas une mauvaise femme. Du moins, pas lorsqu'elle a commencé à vivre avec son père et qu'elle a emménagé dans leur maison avec son fils Jacques, qui n'avait qu'1 an de plus que Marie. Les conseils qu'elle donnait aux enfants étaient toujours les mêmes. Tout était juste. La belle-mère était facile à exciter, comme l'a dit Tom, mais facile à calmer. Contrairement à leur père, qui avait besoin de beaucoup d'efforts pour les mettre en colère. Mais si John Harris se mettait en colère, c'était tout le monde. C'est pourquoi il était plus facile pour Marie d'admettre ses frasques enfantines. C'est Emily Harris, bien sûr, qui, la première, lui serre le cœur et se met à gémir. « Oh, quel gâchis ils ont fait! L'affaire que vous ne nettoyez pas. Je ne suis pas en colère contre vous. Pourquoi? Les enfants des autres sont comme des enfants, mais les miens sont des diables, Marie. » Après cela, les enfants coupables étaient punis et on ne parlait plus jamais de leurs méfaits. Mais lorsque la belle-mère a appris que sa belle-fille allait entrer en ville après avoir terminé l'école, elle n'a pas pu se calmer pendant longtemps. Le père, bien sûr, n'est pas enchanté non plus, mais comme d'habitude, il n'exprime pas ses sentiments. Emily Harris espère d'abord que Marie reprendra ses esprits et restera dans son village natal, comme l'a fait Jacques. Mais la jeune fille, contrairement à son demi-frère, a toujours su que sa place n'était pas ici. Elle rêvait d'aller à la ville et de devenir styliste ou designer de vêtements ou styliste. Marie ne savait pas exactement comment s'appelait sa future profession. Mais elle était sûre qu'elle rendrait les gens beaux, comme sa mère. Elle ne se souvenait pas très bien de sa mère. Elle est partie quand Marie avait 7 ans. Mais lorsque sa fille se souvient d'elle, c'est l'image d'une fée lumineuse d'un conte de fées qui lui vient à l'esprit. Voici donc le texte corrigé et finalisé. De grands yeux bleus, des cheveux blonds presque comme ceux de Marie. Une silhouette élancée, une peau claire, une voix douce et des yeux rêveurs. Dans leur village, Mama semblait être une créature d'un autre monde. Elle ne savait pas comment creuser un jardin ou traire une vache. Papa s'occupait de toutes les tâches ménagères. Parfois, grand-mère, la mère de papa, l'aidait. Elle n'aimait pas sa belle-fille, qui n'était pas du tout adaptée à la vie du village, et s'adressait souvent à elle de façon opposée, se souvenant du jour où son fils l'avait ramenée de la ville. Marie, maman n'aimait faire que 2 choses, cuisiner et coudre des vêtements. Et elle faisait la première chose pendant qu'elle cousait, se souvient-elle. Marie a toujours gardé les robes de son enfance confectionnées par les mains de sa maman. Sauf qu'à l'âge de 7 ans, sa mère a disparu. Pendant longtemps, la petite fille n'a pas compris ce qui s'était passé. Elle demandait sans cesse à son père où était sa mère et quand elle serait là. Il reste silencieux. La réponse fut donnée par sa grand-mère. Larguée sur vous? Je l'ai renvoyée à la ville, je me suis enfui. Elle ne pouvait pas vivre ici. Et je l'ai dit à John dès qu'il l'a amenée, je lui ai dit que ce n'était pas son heure. Elle était toute béate. Elle n'a pas sa place ici. J'espère que c'est un bon endroit pour que tu grandisses. Probablement pour que ma petite fille grandisse normalement, se souvient ma grand-mère. Grand-mère Hélène a trouvé seule une seconde épouse pour son fils. Une femme simple, économique, expérimentée dans l'entreprise familiale. Emma dit à John, cette femme est normale, elle a déjà donné naissance à un fils, nous avons déjà économisé et rien. Elle peut gérer seule un tel ménage. Joignons sa cour à la vôtre et nous vivrons comme des gens. Le fils a obéi et s'est marié. Et même si, d'une certaine manière, Emma avait remplacé la mère de Marie par sa propre mère, la jeune fille n'avait jamais oublié. Quelque part au fond d'elle-même, elle était sûre de retrouver sa mère lorsqu'elle viendrait en ville. Il est certain que celle-ci est déjà devenue la créatrice de mode la plus célèbre, et que sa fille fera de même. Si elle la rencontre lors d'un défilé de mode, sa mère la reconnaîtra immédiatement et sera fière d'elle. Et maintenant, le jour est enfin arrivé. Aujourd'hui, même le mécontentement bruyant de sa belle-mère alors qu'elle l'a raccompagnée au bus n'a pas réussi à gâcher l'ambiance. Emma a installé sa belle-fille dans ce qu'elle pensait être le meilleur siège, s'est assuré que la vieille valise en cuir marron était bien coincée entre les sièges. D'accord, dit-elle sévèrement, en jetant un coup d'œil morose par la fenêtre. Tu as écrit que tu devais t'installer. Soudain,
la belle-mère se pencha brusquement et embrassa maladroitement sa belle-fille sur la joue. Puis, comme si elle avait été surprise, elle se mit brusquement en route et descendit du bus. Marie vit par la fenêtre le retrait rapide de son dos. Finalement, elle est bien bonne, pensa soudain la jeune fille, mais pas sa mère. Marie examine à nouveau la liste du début à la fin. Son nom de famille n'y figure pas. Qu'est-ce qui n'a pas été pris en compte, demande avec sympathie une petite fille rousse, maigre, avec de drôles de lunettes. Ce n'est qu'une erreur, dit Marie avec assurance. Je suis sûre que j'ai été acceptée. La jeune fille aux cheveux rouges haussa les épaules. Si tu es sûre, va voir le doyen, il a toutes les listes. Si tu veux, je t'accompagne. Marie acquiesce. Alors qu'elle marchait dans le couloir étroit et sombre, elle lui demanda, « Est-ce que je vous connais? Quel est votre nom ?» Teresa, le diminutif de T, répond-elle. Et vous êtes entrée ici? Non, mais je n'ai pas déposé de dossier ici. Alors que faites-vous ici? Je passais par là. Il fait chaud dehors, alors j'ai pensé venir m'asseoir un moment. C'est intéressant de regarder les candidats, comment ils sont heureux et tristes, étudiant cette liste avec tant d'espoir que cela fait mal. Marie est surprise de cette façon d'occuper son temps, mais décide de ne pas le laisser paraître. D'autant plus qu'elles approchaient du bureau du doyen. « Je t'attends ici. » Marie frappe doucement. Une voix étouffée se fait entendre de l'autre côté de la porte. « Entrez. » Un homme de petite taille, corpulent, aux cheveux grisonnants et portant des lunettes était assis dans le bureau. « Oui, oui, » demanda-t-il joyeusement sans lever la tête. « Sur quel sujet ? » Je suis au sujet de l'inscription. Il semblerait qu'ils aient oublié de me mettre sur la liste de ceux qui ont réussi les examens. Le doyen releva la tête et regarda la jeune fille avec surprise. Nom, prénom. Marianne Simpson, répond Marie un instant. Il sortit une épaisse pile de feuilles avec 3 membres, d'émotion, la feuilleta, trouva la bonne et la lut attentivement du début à la fin, fronça les sourcils et regarda Marie. Il n'y a pas d'erreur. Marie Simpson. Vous n'avez même pas réussi à passer. Réessayez l'année prochaine, mais préparez-vous correctement. D'accord. Marie acquiesce et sort du bureau. Tass, comme promis, l'attendait dans le couloir, regardant avec intérêt le présentoir avec l'histoire du département. Et alors? C'est réglé, acquiesce Marie, qui sent les larmes lui monter aux yeux. C'est réglé. Je ne suis pas entrée. Oh, je suis désolé. Ne t'inquiète pas, tu seras certainement admis l'année prochaine. Ma sœur aînée a également été admise à Harvard, pour la 2e fois seulement. Rien, elle a obtenu son diplôme avec succès. Tass sourit. Génial. Très bien, sortons d'ici. Dehors, en l'occurrence, il faisait particulièrement beau. Le soleil brillait d'un éclat éblouissant et les oiseaux chantaient. Les fleurs du parterre à l'extérieur de l'université embaumaient l'air d'un parfum délicieusement doux. C'était comme si personne au monde ne se souciait du fait que ses rêves venaient d'être brisés. « Où allez-vous » demande Teresa. « Peut-être devrions-nous aller dans un sens ?»« En fait, je prendrais bien un café tout de suite et un petit encas. Que pensez-vous de l'offre ?»« Je dois aller à la gare, » dit Marie en serrant légèrement la main dans laquelle elle tient sa valise. « Je ne suis pas d'ici, je viens du village. » Oh, comment? Teresa la regarda pensivement, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Finalement, elle demanda, « Veux-tu retourner au village? Veux-tu rentrer au village? » Non. Alors allons prendre un café. Nous trouverons une solution plus tard. Ils se sont approchés de la petite voiture rouge et ont jeté la valise dans le coffre, ce sera gênant de boire un café avec. Elles ont commandé un café sans descendre de la voiture, en s'approchant simplement d'un guichet pointé à dicter la commande et, presque immédiatement, une jeune fille souriante en uniforme leur a tout donné. Marie ne savait même pas que c'était possible. « Délicieux », dit-elle en goûtant le café. « Merci pour le plaisir. »« Il n'y a pas de quoi. Quel était votre plan au cas où vous ne seriez pas admis de toute façon ?» Marie soupire et baisse les yeux. « Je n'avais pas prévu cela. » Tu es vraiment une fille de la campagne si naïve? Que deviendras-tu? Marie a mis le gobelet en papier dans le porte-gobelet et a ouvert la portière de la voiture. Merci pour le café, je m'en vais. Terry et lui prend la main. D'accord, je suis désolé. Je n'ai pas dit ça pour te blesser.
C'est juste que la vie est imprévisible. Il faut être prêt à tout. La naïve campagnarde soupira et se rassit. Je ne veux pas retourner au village, T. Mais je n'ai pas d'autres options. Je pensais étudier, vivre dans un dortoir, obtenir une bourse. Ensuite, je trouverai un emploi. Tu peux rester chez moi, trouver un travail et te préparer pour l'université. Marie la regarde avec incrédulité. Pourquoi faire ça? La jeune fille haussa ses maigres épaules pâles couvertes de taches de rousseur. Pourquoi pas? Après ces mots, elle a démarré la voiture et a conduit Marie jusqu'à sa maison. Elle vivait dans un grand appartement de 2 pièces au premier étage d'un vieil immeuble de 9 étages. Il a dû être rénové il y a une vingtaine d'années. Mais dès que Marie y est entrée, elle a immédiatement ressenti une sorte d'atmosphère chaleureuse. Il était évident que Thé avait grandi ici et que tout était comme lorsqu'elle était enfant. Dans la première pièce se trouvait un piano, sur lequel étaient empilées des partitions jaunies. À côté se trouvait un vieux fauteuil, recouvert de cuir marron craquelé, dont les pieds pivotants grinçaient à chaque mouvement. En face de l'instrument, contre le mur, se trouvait un vieux canapé un peu usé, au-dessus duquel étaient accrochées des étagères avec quelques cadres de photos entrecoupés de vieux livres aux pages jaunies. « Tes parents » demande Marie pointée à Kies. « Pourquoi papa porte-t-il un costume aussi bizarre ?» C'est lui dans le rôle de Boris Godunov. Acteur, chanteur d'opéra. Waouh, c'est génial. Qui est maman? Une diplomate. Tout comme la grande sœur. Waouh. Thé haussa les épaules. Continuons à chercher. Allez. La deuxième pièce était la chambre de mes parents. Il y avait un grand lit, un grand placard en bois qui montait jusqu'au plafond et des étagères avec de nombreuses poupées. Ma mère le ramenait de chaque voyage, explique Thé. Marie se souvient qu'elle n'a eu que 2 poupées dans son enfance. La première était une poupée en caoutchouc chauve qu'elle pensait que sa mère avait achetée pour elle. La seconde était une Barbie que sa belle-mère lui avait offerte pour le réveillon du Nouvel An. Vous serez dans la 3e chambre, je pense, dit-elle d'un ton pensif. C'est un peu ma chambre d'amis. La 3e pièce comportait un canapé dépliable, une large commode sombre et une télévision. Presque tout le reste de l'espace était occupé par un bureau et une chaise. Merci, dit Marie en posant la valise. D'accord, nous n'allons pas encore déballer nos affaires. Les serviettes et les draps sont dans la commode, n'hésitez pas à les prendre. La salle de bain et les toilettes sont juste à droite de la porte d'entrée. Reposez-vous. Vous avez peut-être besoin de dormir ou de vous allonger. Je vais faire ce que je veux. Nous sortirons avec les garçons ce soir. Marie n'était jamais allée dans une villa, surtout si grande et si belle. L'immense maison de briques de 3 étages était remplie de jeunes gens et de jeunes filles joyeux, dont la plupart semblaient à la jeune fille trop ivre et trop bruyant. Thé se sentait à sa place dans cette société. Elle présenta Marie à tout le monde, la présentant comme sa nouvelle amie et future créatrice de vêtements. Marie sourit timidement et souhaita tomber par terre. Elle ne se souvenait de personne, tous les visages joyeux lui semblaient aussi étrangers les uns que les autres. Prenant distraitement le gobelet de vin en plastique dans sa main, elle s'est écartée. Elle vit alors la porte arrière donnant sur la cour s'ouvrir et se glissa à travers elle. Dehors, c'était beaucoup plus calme. Bien sûr, il y avait un couple qui s'étreignait sur un banc près du porche, mais il ne semblait y avoir personne d'autre au fond du jardin, où un belvédère blanc se dressait entre les arbres. C'est là que Marie se rendit. Elle s'assit sur un banc, posa son verre de vin sur la balustrade et ferma les yeux. Pourquoi une telle fée est-elle triste toute seule? Dit une voix masculine agréable juste au-dessus d'elle. Marie ouvre les yeux et voit un homme grand et beau. Philippe. Marie. Enchanté de vous rencontrer. Pourquoi je te manque? Je ne connais personne là-bas. Et tout le monde a beaucoup bu. Philippe hausse les sourcils et se gratte l'arrière du crâne. Je suis sobre, et nous venons de nous rencontrer. Il s'est assis à côté de moi. C'est beau ici? Oui, c'est magnifique, a déclaré Marie. Les yeux de Philippe semblaient parfaitement sobres. Ils étaient également grands et sombres, et ils fixaient Marie si intensément qu'elle se sentait à la fois chaude et froide. Elle souhaitait qu'il s'en aille ou, au contraire, qu'il reste ici avec elle jusqu'au matin. Astérisque, astérisque, astérisque. Eh bien, lève-toi, tu vas être en retard au travail. Marie frappe avec insistance à la porte de son ami. Personne ne répond.
En soupirant, la jeune fille poussa la porte et entra. Thé dormait gentiment, recouvert d'une couverture, et seul son talon gauche dépassait. Marie la chatouilla. Elle poussa un cri et jeta la couverture par terre. Réveillée, dit Marie d'un ton satisfait. Son amie s'est assise sur le lit et s'est frotté les yeux avec tristesse. Comment avez-vous obtenu autant de force, Marie? J'ai appris que vous étiez de retour juste avant le matin. J'étais sortie avec Philippe. N'en as-tu pas eu assez de lui pendant un mois? Marie sourit d'un air gêné. Et tu as encore lu jusqu'au matin? Thé a tendu la main. Oui, Alex m'a donné son nouveau roman à lire. C'est encore une ébauche, mais c'est divertissant. Très bien, allons prendre un petit déjeuner. Je te déposerai au travail. Va te laver, dit Marie. Je vais préparer le petit déjeuner. Il sera sur la table dans une minute. Dans la cuisine, Thé a demandé. Tu ne regrettes pas de travailler comme concierge? Dis-le-moi, je te trouverai quelque chose de plus convenable chez moi. Marie secoue la tête. Non, j'aime tout. Et il y a beaucoup à apprendre. Vous savez, il n'y a pas que le lavage des sols, dit Marie, les épaules carrées et la tête haute. Je lave aussi les vitres et je sors les poubelles, ajoute-t-elle en souriant. Et sérieusement, poursuit la fière femme de ménage, il y a beaucoup à apprendre de Léa. Ne serait-ce qu'en l'écoutant crier sur ses assistantes. Eh bien, puisque c'est le cas, je n'interférerai pas avec votre processus d'apprentissage. Lorsque Marie s'est réveillée dans l'appartement de sa nouvelle amie après un week-end passé au chalet, elle a réalisé qu'elle devait immédiatement chercher un emploi. Même si Teresa lui a dit qu'elle n'avait pas à payer le logement, elle avait besoin d'argent pour la nourriture, le transport et tout le reste. Et Marie n'avait pas l'habitude de vivre seule. Mais où emmènerait-il une jeune fille sans éducation et sans carte de séjour? Pour une raison quelconque, Marie se souvint à ce moment-là des paroles de sa belle-mère, qui avait dit un jour à son fils Shepka, qui avait à peine terminé l'école et qui ne savait pas où aller travailler, que le travail, c'est comme les champignons, le travail, c'est comme les champignons. Il est toujours et partout plein. Si tu veux trouver du travail, sors dans la rue et regarde autour de toi. C'est ce qu'a fait Marie. Elle marcha pendant 2 heures, explorant la ville, admirant les grands immeubles, les grands parcs verdoyants. Lorsqu'elle fut fatiguée et qu'elle rentra chez elle, ses yeux tombèrent sur une petite annonce, femme de ménage à plein temps demandée à la maison de couture de Cassandra Cheveleva. Marie se rend à l'adresse indiquée. L'enseigne Cassandra Cheveleva Fashion House était visible de loin, d'immenses et élégantes lettres blanches brillantes sur fond noir. Un haut porche de marbre blanc menait, par des portes transparentes, à une pièce dont le plafond permettait à Marie de voir des tableaux entiers, fleurs et nuages, anges, guerriers à cheval. On dirait une église, pensa-t-elle. Elle voulut regarder de plus près, mais elle se sentit étourdie et baissa les yeux. « Jeune fille, qui voulez-vous voir ?» dit une voix féminine aiguë. Une femme élancée, vêtue d'un chemisier blanc aéré et d'une jupe noire très serrée, s'approche d'elle. « Bonjour, dit Marie. Je suis ici par annonce. Avez-vous besoin de nettoyeur? Recherché, dit une voix sèche provenant de quelque part au fond de la salle. Seulement, nous avons des exigences très strictes. Tout le monde ne peut pas le faire. La femme fait signe à Marie de la suivre. Philippe l'emmène chaque jour dans un nouvel endroit. Au cours de ce mois, elle a visité le pont d'observation et admiré la ville de nuit, fait de l'équitation, caressé les dauphins au delphinarium et s'est promenée dans les jardins botaniques. Marie s'est rendue compte qu'elle était amoureuse en l'espace d'une semaine. Certes, Philippe ne lui avait jamais parlé d'amour, mais elle voyait bien qu'il ressentait la même chose qu'elle. Il lui semblait que toutes ces années passées au village avec une belle-mère sévère et un père froid, dans la pauvreté et sans amour, étaient terminées. Tout allait s'arranger dans sa vie maintenant. En plus de son travail et de ses rencontres avec Philippe, Marie travaille dur pour préparer son admission. Elle étudie tous les manuels qui lui tombent sous la main. Un jour, elle s'est approchée d'Alice avec prudence et lui a dit timidement qu'elle aimerait en savoir plus sur la mode et le style. « Suivez-moi », dit nonchalamment l'assistante, et elle conduit Marie dans une arrière-salle poussiéreuse. Il y avait des montagnes de dossiers, de magazines et de dessins. Ce sont, pour ainsi dire, les archives de notre maison de couture, explique-t-elle. Étudiez-les, mémorisez-les. Certaines d'entre elles contiennent même les notes de Cassandra. Merci, dit Marie timidement. Vous faites du bon travail.
Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu de femme de ménage pendant plus de 3 semaines. Et je vois que vous saisissez chaque mot qu'elle dit. C'est la bonne chose à faire. Marie a décidé d'avouer, je veux devenir styliste, designer de vêtements. Mais je n'ai pas réussi l'examen de l'institut. Je veux essayer l'année prochaine. Alice l'examine de la tête aux pieds, et Marie se sent soudain mal à l'aise avec sa longue natte, qu'elle a tressée pour ne pas gêner ses cheveux, ainsi qu'avec sa vieille robe et ses chaussures ordinaires. Tu devrais te procurer un uniforme, dit Alice d'un ton pensif. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Et pour ce qui est de tes projets, que puis-je dire? Il y a beaucoup de travail à faire, alors si tu veux, ne perds pas de temps, apprends tout depuis les bases. Quels sont les tissus disponibles, comment s'appellent les vêtements, l'histoire de la mode. Et ensuite, allez dans nos archives. Merci, répète Marie. Alice acquiesce et sort. En fin de compte, Marie ne s'était jamais sentie aussi heureuse. Point de plus, demain était un jour de congé. Philippe avait promis de venir la chercher le soir et de lui faire une surprise. Elle n'avait pas envie de se lever le matin. Le mois avait été très chargé et elle ne voulait pas manquer l'occasion de rester au lit aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Elle n'avait jamais connu cela chez elle. Sa belle-mère les réveillait toujours, elle et sa voisine, à l'aube, pour leur proposer un travail. Marie se souvient encore du jour précédant son anniversaire, où elle a passé toute la matinée à préparer des boulettes de pâte. L'idée d'un changement lui donnait la nausée. Elle ouvre les yeux, s'étire, et le sommeil la quitte enfin. Une sensation désagréable, née quelque part dans son estomac, remonte le long de son œsophage. Marie se lève d'un bond et court à la salle de bain. « Thé !» dit-elle indignée à son amie en entrant dans la cuisine. « Je sens dans la pièce que ces œufs sont périmés. Pourquoi les manges-tu » Tésia a levé les yeux de son livre avec surprise, a regardé son amie, s'est levée, s'est approchée de la poêle et a bu une gorgée d'eau. « Je les ai achetés hier. » Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils sont périmés? L'odeur à elle seule me rendait malade. Marie a ouvert la fenêtre en grand et l'air frais l'a soulagée. T'es fronce les sourcils, quand es-tu censé avoir tes règles? Marie ne comprend pas tout de suite ce que son amie veut dire. Je ne sais pas, répondit-elle confusément. Il me semble que ça aurait déjà dû commencer. Intéressant. Faites un test, vous l'aurez sur l'étagère de ma salle de bain. Je ne sais pas comment les faire. Tes soupirs, allez, je vais te le dire. Un peu plus tard, alors que Tésia avait déjà mis le petit déjeuner dans des assiettes, timidement la sienne en bouillie, Marie est retournée à la cuisine. Positif. Je ne sais pas quoi dire. Cela dépend si vous vous y attendiez ou non. Je ne m'y attendais pas, avoue Marie avec franchise. Mais je suis très contente, et je pense que Philippe le sera aussi. Très bien, alors. Et présente-moi enfin à lui. Il vient me chercher ce soir. Je lui demanderai de passer. Très bien, femme enceinte, prenons le petit déjeuner. Tout au long de la journée, Marie se promène avec un moral d'acier. La nouvelle était inattendue, mais il lui semblait qu'il devait en être ainsi. Elle doit l'annoncer à son père et à sa belle-mère. À ce moment-là, Marie se souvint qu'elle ne leur avait pas encore écrit comme elle l'avait promis. Ils ne savent même pas qu'elle n'a pas été acceptée. Et ils pensent probablement que Marie est une bonne élève. Elle se sentit honteuse. Comment a-t-elle pu oublier de leur écrire? Son père doit penser qu'elle les a oubliés. Ou alors, elle s'est enfuie comme sa mère. Elle se souvint aussi qu'Anastasia Valerievna l'avait embrassée pour lui dire au revoir et lui avait demandé de lui écrire. D'accord. Au moins, maintenant, elle avait une histoire à raconter. Elle avait un travail, elle se préparait activement à entrer à l'université. Elle avait un fiancé, elle allait avoir un bébé. Philippe était en retard ce soir. Il devait venir la chercher il y a une demi-heure. Appelez-le, dit-elle. Et si sa voiture tombait en panne ou si quelque chose d'autre se produisait? Je n'ai pas son numéro de téléphone, dit Marie. Comment ça? Je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, je ne l'ai pas fait. Nous nous sommes vus presque tous les jours et nous avons convenu à l'avance de la date de notre prochaine rencontre. Et comme nous sommes tous les deux au travail pendant la journée, nous n'avons pas le temps de nous parler. T'es fronce les sourcils, et où il travaille, vous savez? Non. Et le nom de famille? Non, je n'ai pas demandé. D'accord. T se dirigea vers son ami et la serra dans ses bras. Attendons demain.
S'il ne se montre pas, nous irons chez lui. Marie fait les 100 pas dans la pièce. Et s'il lui arrivait quelque chose? Marie, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Et même si c'était le cas, tu n'en saurais rien. Alors on attend demain et on y va. Cette nuit-là, elle n'a pratiquement pas dormi. Des images de Philippe en train d'avoir un accident, d'être attaqué par des brutes, ou de la corde de l'ascenseur dans lequel il se trouvait en train de se rompre lui revinrent à l'esprit. Elle a dormi quelques heures et s'est réveillée tôt, complètement anéantie. Dit-elle en frappant doucement à la porte de la chambre de son ami. Marie, dimanche, 8 heures. Dormons au moins 1 heure de plus. Partons, s'il vous plaît. Je n'en peux plus. D'accord. S'étire en dormant et regarde attentivement son amie inquiète. On ne peut pas dire non à une femme enceinte. Personne ne lui ouvrit la porte. Marie était nerveuse. Elle frappait déjà désespérément à la porte, les paumes se heurtant à la porte. Elle n'avait pas quitté le bouton de la sonnette depuis probablement 5 minutes. Se tenait à proximité, de plus en plus sombre. Nous devrions probablement appeler la police, dit Marie. Et s'il est allongé sur le sol, inconscient? Eh bien, oui, dit-elle d'un ton étrange et incolore. À ce moment-là, la porte de l'appartement d'en face s'ouvre. Pourquoi tout ce bruit tôt le matin? Une femme endormie d'une 40aine d'années, en robe de chambre, demanda d'un ton malheureux. Je suis désolé, lui dit Marie. C'est juste que le type qui vit ici ne répond pas à la porte. Nous avons peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Pourquoi le cherchez-vous ici? Demande la voisine d'un ton encore plus malheureux. Il a déménagé hier, a-t-elle répondu. Déménagé comment? Demande-t-elle. Ils ont commandé une voiture en silence. Ils ont transporté des affaires toute la soirée. Il est sorti lui-même avec les sacs après. Ce n'était pas son appartement? Précise-t-elle. Non, bien sûr. Je tourne depuis environ 1 an. Je vois, dit-elle. Merci, on y va. Elle prit fermement Marie par le coude et l'entraîna vers l'ascenseur. La colocataire fredonna et referma la porte. Je ne comprends rien, dit Marie sur le chemin du retour. Comment a-t-il pu partir comme ça, sans un mot? Fronce le nez et serre encore plus fort le volant. Marie, je suis désolé de devoir te dire ça, mais je pense qu'il n'y a rien de mal chez Philippe. Il se servait juste de toi quand ça l'arrangeait. Maintenant, il est apparemment passé à d'autres affaires et à d'autres femmes. Comment peux-tu dire ça de lui? Brusquement, Marie tourne le volant et freine. Elle se tourne vers son amie, la regarde. Marie, réveille-toi. Tu crois que c'est normal de sortir avec quelqu'un pendant 1 mois sans rien savoir de lui? Pas de nom de famille, pas de lieu de travail, pas de numéro de téléphone? Tu crois que c'est arrivé par hasard? Marie est restée silencieuse. Vit que des larmes coulaient sur ses joues. La colère s'est envolée d'un seul coup. Je suis désolée, bébé, dit-elle. Je ne voulais pas te blesser. Je ne peux pas te laisser vivre dans l'illusion et lui trouver des excuses. Les larmes ont coulé comme si elles étaient toutes seules. Mon esprit était vide. Étrangement, Marie ne ressentait aucune douleur à ce moment-là. Au contraire, tout en elle était figé. J'aimerais bien travailler et pouvoir venir avec toi, soupire-t-elle. On saura le sexe du bébé aujourd'hui, n'est-ce pas? Marie a répondu en essayant de boutonner sa longue veste moulante. Et ne t'inquiète pas pour l'échographie, je me sens très bien et c'est seulement à 4 arrêts de bus du travail. Au fait, comment la maison de couture a-t-elle réagi à votre grossesse? Marie soupire. Cassandra ne le sait pas encore. Elle ne voit rien d'autre que des tenues, je crois. Et elle ne regardera certainement pas une femme de ménage. Alice, elle, devine. Même si j'ai élargi mon uniforme et que je suis moins visible. Elle me regarde bizarrement. Je pense que je vais pouvoir le cacher pendant 1 mois ou 2, et puis c'est fini. J'ai peur qu'il me renvoie s'il le découvre. C'est illégal. Alors ne t'inquiète pas, s'ils essaient, j'enverrai l'inspection du travail à leur trousse. D'ailleurs, je t'ai dit de rester avec moi aussi longtemps que tu le souhaites, même si tu ne travailles pas. Tu ne retourneras pas au pays. As-tu écrit à tes parents? Je leur ai seulement dit que je n'avais pas été accepté et que j'avais trouvé un travail. Et alors? Ils se disputent, ils te rappellent?
Curieusement, non, sourit Macha. En fait, c'est ma belle-mère qui a répondu à la lettre. Je ne sais pas ce que mon père a dit, mais elle écrit que je suis bonne et que je m'inscrirai certainement l'année prochaine. Cela me fait peur, pour être honnête. Eh bien, tu as dû lui manquer et elle a dû comparer comment vivre sans l'aide d'une deuxième femme dans la maison. Nous devrions aller les voir, mais plus tard. Bon, je vais travailler, on se voit ce soir. Il semble que Cassandra ait remarqué un changement dans l'apparence de son employé aujourd'hui. Compris, Marie. Voici la version corrigée. Bien que Marie ait essayé de lui tourner le dos, à la fin de la journée de travail, elle l'a convoqué dans son bureau. Elle va me renvoyer, se dit Marie en essuyant la sueur de ses paumes qui ont perdu leur assurance. Il est certain qu'elle va la renvoyer. Cassandra fumait, comme d'habitude, et regardait les croquis posés sur la table devant elle. Asseyez-vous, dit-elle en désignant la chaise à côté d'elle. Marie s'assit en essayant de rentrer le plus possible son estomac qui, bien sûr, n'était plus rétractable. Cassandra Semyonovna demande, ceci ou cela, en tendant 2 photographies pour la vitrine. Oui, au centre se trouve. Marie désigne avec assurance la photographie de gauche. C'est parce qu'elle est plus lumineuse. La deuxième image semble plus décontractée. Et celle-ci reflète la collection sur laquelle vous avez travaillé, ajoute Marie. Et je pense aussi que cela crée une sorte d'ambiance de Nouvel An. Les gens la regarderont et penseront immédiatement que les vacances approchent, dit Cassandra en regardant la photo une fois de plus. Pas mal. Au fait, je t'ai fait venir pour une bonne raison, dit Cassandra. Tu n'as pas envie d'évoluer vers un poste d'assistante junior à l'avenir ? Marie regarde sa patronne avec surprise. Elle a l'air tout à fait sérieuse. Je le veux. Génial. Ne soyez pas surpris. Alice a parlé de ses projets dans le monde de la mode. Je ne suis pas aveugle non plus. Je vois que tu ne rates pas un mot. Tu appuies ton ventre sur le sol et tu passes beaucoup de coups de serpillière. Alors tu sais, ma chérie ? Cassandra soupire. Je suis vieille, bien sûr, mais je ne suis pas encore aveugle. Tu ne vas pas me virer ? Demande Marie avec prudence. As-tu seulement écouté ce que je t'ai dit ? Oui, mais c'est tout, sors d'ici, travaille tant que tu peux, dit Cassandra en ouvrant brusquement le dossier de croquis et en y plongeant les yeux. Marie savait déjà qu'il valait mieux ne pas approcher son patron dans de tels moments. Elle se lève prudemment, murmure « merci » et sort. Le bus était parti depuis longtemps. Marie marche d'un pied à l'autre pour se réchauffer. La seule autre personne à l'arrêt de bus était une petite vieille. Bien que Marie n'aime pas fixer les étrangers, cette femme attirait les regards. Elle portait un long manteau de laine rouge à carreaux, et dans ses bras se tenait un gros chat noir, qui observait attentivement Marie de ses grands yeux verts. Enfin, le bus s'est arrêté et Marie et la vieille dame sont montées à bord. Paiement. À l'entrée, le chauffeur a crié si fort que la jeune fille a failli laisser tomber son sac. Elle a payé, est passée et s'est assise sur le premier siège libre du bus. La vieille femme s'arrête dans l'allée, attrape le chat et commence à chercher quelque chose dans une petite bourse noire brodée de perles. Alors ? Demande le chauffeur avec impatience. Un instant, répond poliment la vieille dame. Il y a un penny empilé quelque part. La doublure a dû exploser. Le chauffeur soupire bruyamment. La vieille femme fouille le sac avec encore plus de diligence. Le chat renifle malencontreusement. Prenez-le, dit Marie en tendant l'argent au chauffeur. Il a fredonné, mais n'a rien dit. La jeune fille retourne s'asseoir. La vieille dame s'est assise à côté de lui. Merci mon bon monsieur, pouvez-vous me dire quand l'usine s'arrête ? Je descends à la polyclinique un peu plus loin, juste avant, je dirais, répond Marie. La vieille dame demande, vous allez faire une échographie ? Comment avez-vous deviné ? La femme sourit, caresse le chat et désigne le ventre de Marie du regard. L'estomac. Ce n'est pas compliqué. Presque personne ne le remarque encore. C'est un peu court. Surtout dans une veste, mais j'ai un œil expérimenté. Puis-je vous dire quelque chose d'autre d'intéressant ? Le chat noir s'est soudain levé, s'est hissé et a grimpé des genoux de la vieille femme à ceux de Marie. C'est bon signe, dit sa propriétaire. Tom n'a pas l'habitude d'approcher les étrangers. Vous lui plaisez ? Marie caresse le chat. Sa fourrure était chaude, presque brûlante.
Qu'est-ce que tu voulais me dire? La vieille dame sourit, ferme les yeux et se met soudain à se balancer légèrement d'avant en arrière. Tu as été toi-même un enfant accidentel, mais tu as apporté beaucoup de joie avec ta naissance. Tu retrouveras ta mère 2 fois encore. La première fois, c'est difficile, puis c'est pour de bon. Le chemin que tu as choisi maintenant est le bon. Suis-le et appelle ta fille Christian. Ne reviens pas sur le passé, regarde vers l'avenir. La voix de la vieille dame était si chantante, douce et calme, qu'elle mettait Marie dans une sorte de transe. Bien sûr, continuons avec Marie. Marie y réfléchit, se souvenant de chaque détail de la conversation avec la vieille femme. Son apparence, ce qu'elle avait dit exactement. Les mots « fille de Christian » avaient une consonance particulière. Son père s'appelait vraiment Christian, et personne d'autre que la famille ne pouvait le savoir. La vieille dame en savait donc plus sur Marie que ce que l'on pouvait voir à l'extérieur. Elle se leva du canapé et se dirigea vers la fenêtre, essayant de calmer la vague d'émotions qui l'envahissait. C'était comme si une force inconnue lui disait que tout ce qui s'était passé dernièrement n'était pas accidentel. Tout cet enchaînement d'événements, depuis le déménagement en ville, le travail dans une maison de couture, la rencontre avec Philippe et, enfin, la rencontre inattendue avec une vieille femme au chat noir. On frappa à la porte et Marie tressaillit, sortant de ses pensées. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Tess se tenait sur le seuil. « Hey, Marie. Comment s'est passée l'échographie ?» demande Tess en entrant et en enlevant sa veste. « Hey. Tout va bien. Le médecin a dit que le fœtus se développait parfaitement et que toutes les constantes étaient normales. Et aussi ?» Marie hésite, ne sachant pas comment commencer l'histoire de la rencontre dans le bus. « Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?» demande Tess avec intérêt. « C'est une fille, » dit Marie en souriant. « Oh, félicitations. » Tess a serré Marie dans ses bras. « Tu réfléchis au nom que tu vas lui donner ?» Marie soupire et décide de dire les choses telles qu'elles sont. « Vous savez, j'ai rencontré une vieille dame étrange à l'arrêt de bus. Elle avait un look inhabituel, un long manteau rouge à carreaux et un gros chat noir dans les bras. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment surpris. » Tess regarde Marie avec curiosité et une légère incrédulité. « Et qu'a-t-elle dit ?» Elle m'a appelé la fille de Bogdan et m'a dit d'appeler ma fille par ce nom. Tess se tait, digérant ce qu'elle vient d'entendre. Cela semble bizarre. Mais d'un autre côté, c'est peut-être un signe. Je veux dire, on ne rencontre pas beaucoup de gens comme ça. Oui, a déclaré Marie. Mais ce n'est pas tout. Elle m'a également dit de ne pas revenir sur le passé et de me tourner vers l'avenir. Tess soupire. Eh bien, Marie, c'est peut-être vraiment un signe. Mais l'important, c'est que vous vous sentiez bien et que vous ayez confiance en votre avenir. Vous vous en sortirez, j'en suis sûr. Marie sourit et serre son amie dans ses bras. Merci, Tess. Je le pense aussi. Et donnez-lui un nom. Christiana. C'est très beau. Chaque fois que Marie pensait à Philippe, son cœur se serrait douloureusement. Elle porte habituellement la main à son estomac. Elle ne l'aurait pas avoué à Tess, mais quelque part au fond de son cœur, elle gardait l'espoir que Philippe revienne. Elle avait même rêvé de lui plusieurs fois. Elle se réveillait et le trouvait dans son lit, où il venait à son travail, où il sonnait à la porte. Le but était le même, Philippe lui disait que ce n'était pas de sa faute s'il avait dû la quitter. Maintenant, il était de retour et ils seraient ensemble pour toujours. Et puis Marie se réveillait toujours seule dans un grand lit vide. Tu retrouveras ta mère 2 fois encore. La première fois, c'est dur, puis c'est pour de bon. Le sens de la deuxième partie n'est pas clair, mais il vaut mieux se concentrer sur la première. Elle retrouvera sa mère. D'une manière ou d'une autre, avec tout ce qui s'était passé, retrouver sa mère avait été relégué au second plan. C'est peut-être ce qu'elle devrait faire maintenant, aller voir son père. Il est très probable qu'il connaisse la famille de maman, ses amis, son ancien lieu de travail ou quelques adresses. C'est étrange qu'elle n'y ait pas pensé plus tôt. En ce qui concerne le chemin et le fait de regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé, ce n'est pas encore très clair. Mais elle y réfléchira plus tard. Marie a éprouvé un sentiment étrange lorsque le bus s'est arrêté dans son village natal. Elle avait à la fois l'impression de n'être jamais partie d'ici et de n'y être jamais venue. Ces petites maisons en bois sentaient joyeusement la fumée de leur cheminée. Des chiens hirsutes aboyaient au passage du bus.
Les femmes vêtues de châles chauds et les hommes coiffés de bonnets de fourrure semblaient à la fois proches et lointains. C'était comme si Marie avait vu tout cela il y a longtemps, dans une vie antérieure. Elle a marché dans des rues familières et s'est sentie comme une fille qui revenait dans son pays après des années d'errance et d'épreuves. Mais lorsqu'elle vit la maison, elle réalisa que beaucoup de choses avaient changé en 6 mois. En entrant dans la cour, Marie remarqua que le portail était désormais peint en bleu vif et qu'il y avait un nouveau parterre de fleurs à côté de la maison. Elle sourit, pensant que cela devait être l'œuvre de sa belle-mère. Anastasia Valerievna apparaît sur le seuil. « Marie !» s'exclame-t-elle en se précipitant à sa rencontre. « Comme je suis heureuse de vous voir !»« Bonjour, Émilie !» sourit Marie, se sentant réchauffée dans sa poitrine par cet accueil sincère. « Cela fait longtemps. »« Entre vite, je vais chercher du thé, » dit-elle en serrant Marie dans ses bras et en l'entraînant dans la maison. « Tu as tellement grandi maintenant, tu es si belle. » La maison sentait les tartes et quelque chose d'autre, d'indigène et de familier. « Où est papa ?» demande Marie en regardant autour d'elle. « Il est parti pêcher, mais il sera bientôt de retour. »« Allez, dis-moi comment tu vas. Comment va la vie? Comment va le travail? » « C'est bon, » répond Marie en se déshabillant et en s'asseyant à la table. « J'ai trouvé un emploi dans une maison de couture. Je vais avoir un bébé, une fille. » Émilie s'est figée, puis s'est assise à côté de Marie et lui a pris la main. « C'est merveilleux, ma chère. Je suis si heureuse pour toi. Tu sais que nous te soutiendrons toujours. OK, c'est parti. » Elle est partie d'ici en tant que petite fille, écolière d'hier, et elle est revenue en tant que future mère. « Marie est là. » dit la voix du demi-frère. Jacques était en train de couper du bois. Lorsqu'il la vit, il laissa tomber sa hache sur la bûche et courut vers elle. Immense, les joues rouges et les cheveux collés au front, il se précipita sur sa sœur, la serra fort dans ses bras, la souleva et la fit tourner sur elle-même. « Jacques, lâche-moi. » Marie rit. « C'est vraiment bon de te voir aussi. Tes parents sont à la maison ? » « À la maison. » « Allons-y. » Ils sont entrés dans la maison. Jacques passa son énorme bras autour de l'épaule de Marie et ne voulut pas la lâcher pendant tout le trajet. Marie pensa soudain qu'elle ne lui avait jamais écrit et se sentit honteuse. Son demi-frère l'avait toujours traité comme un frère. À la maison, elle vit d'abord sa belle-mère. Elle était debout devant la table couverte de farine, en train de cuisiner comme d'habitude. Son père était hors de vue, probablement assis devant la télévision. Marie est là. Émilie tourna la tête et sursauta. Pendant un instant, Marie eut l'impression que sa belle-mère était contente d'elle et sembla même tendre les bras pour embrasser sa belle-fille. Mais au bout d'une seconde, comme si elle avait retrouvé son élan, elle mit les mains sur les côtés et dit avec colère. « Eh bien, regardez qui est là. Cela fait 6 mois qu'elle est là sans rêver, et voilà qu'elle débarque comme une boule de neige en plein jour, à l'improviste. » La marâtre prit une bruyante inspiration, comme si elle reprenait de l'air, et continua. « Entrez, déshabillez-vous. Pourquoi es-tu là comme si tu venais pour la première fois? Viens vite au fourneau, tu es gelé. Son nez est blanc. Jacques, fais-lui du thé à la framboise. » Mon père est apparu dans la cuisine. Il s'est essuyé les yeux, confus, et n'a pas tout de suite compris ce qui se passait. Lorsqu'il a vu sa fille, il n'a même pas souri. « Bonjour, papa. » dit Marie en le serrant dans ses bras. Son père fredonne bizarrement et la touche à peine de ses mains. « Reste dans ta chambre un moment, » dit Émilie. « Nous allons bientôt dîner. » Marie, son père et son frère se dirigent vers le hall d'entrée. « Très bien, continuons. » Christian a monté le son de la télévision et s'est remis à regarder son émission préférée. Jacques a demandé. « Comment se passe votre travail ? » « Je m'en sors très bien. Ils m'ont même promis une promotion. Je vais être officier système junior maintenant. Tu es très bon. C'est super. Comment vous sentez-vous ? » Le frère haussa les épaules. « Je vais bien. Je suis à la maison pour l'instant. Après le nouvel an, j'irai travailler. Au nord. » « Pendant combien de temps ? » ? « Pendant 3 mois, se réjouit mon frère. »« Maman est inquiète, dit-il. C'est comme si tu n'étais pas heureux non plus. Mais je suis content, je vais gagner de l'argent et enfin voir le monde. » Marie réalise soudain que Jacques ne s'est probablement jamais éloigné du village.
Marie décide de révéler sa grossesse le lendemain, d'autant plus que sa belle-mère avait regardé son ventre avec méfiance la veille. Chaque membre de la famille réagit différemment à la nouvelle. Jacques se réjouit de devenir un oncle. La belle-mère ouvrit la bouche et dit : « Oh, pour l'amour de Dieu, je le savais. » Son père se lève et sort. Jacques fait un signe de tête rassurant à Marie et suit son beau-père. « Ce n'est pas grave, dit Émilie. Il reviendra à lui. Il est un peu secoué en ce moment, bien sûr. » Marie réalise soudain qu'elle devrait profiter de l'effet de sa nouvelle pour parler à sa belle-mère. « Émilie, commence-t-elle timidement. Votre père vous a-t-il déjà parlé de votre mère ? » Sa belle-mère la regarda d'un air malheureux, fronça les sourcils, mais répondit : « Oui. Quand on a commencé à traîner ensemble. S'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous savez. Il ne me le dira jamais, et je suis une adulte, j'ai le droit de savoir. » « Elle a le droit, grommelle Émilie. Puis elle regarda son ventre et soupira. « Allez, tu vas bientôt être mère. Tu ne devrais pas avoir à porter le poids de ta propre mère pendant tant d'années. » Marie sent son cœur battre la chamade. Allait-elle découvrir ce qui était arrivé à sa mère ? Émilie commença. « Je ne connais pas vraiment tous les détails. Christian me l'a dit une fois, après avoir bu quelques verres de trop. Continuons. Oui, et c'était il y a longtemps. Quoi qu'il en soit, ils se sont rencontrés lorsque ton père est venu en ville pour suivre un cours de chauffeur. Il a tout de suite semblé apprécier ta mère. Christian a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi elle était attirée par lui. Il était évident que la jeune fille était issue d'une famille riche. Je me souviens qu'il y avait une histoire étrange. Elle s'était disputée avec ses parents, où ils avaient déménagé ou étaient morts. Quoi qu'il en soit, Christian et elle se sont très vite entendus. Lorsqu'il a passé ses examens et qu'il s'apprêtait à partir, elle l'a soudain demandé en mariage en lui disant : « Je veux vivre avec toi, et je veux vivre à la campagne. » Marie est surprise. Pour une raison ou une autre, elle avait toujours pensé que son père avait incité sa mère à venir au village. Il s'avéra ensuite que la mariée était enceinte. Ils se sont rapidement mariés. Puis tu es née. Et quand elle est partie, tu te souviens sans doute que tu n'étais plus si petite. Marie acquiesce. Elle s'en souvenait très bien. Et son père n'avait pas dit pourquoi elle était partie. Émilie haussa les épaules. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il lui est rapidement apparu qu'elle n'était pas à sa place ici. Au début, Christian avait espéré que sa femme s'adapterait à la vie à la campagne. Il s'occupait de toutes les tâches ménagères et s'asseyait avec vous chaque fois qu'il le pouvait. Mais non, ta mère avait le mal du pays. C'était comme si rien ne lui plaisait. Même pas moi, dit Marie à voix basse. Émilie tendit la main comme si elle voulait la caresser, mais à mi-chemin, elle retira sa main. Christian a dit qu'elle vous aimait, c'est pourquoi elle a vécu avec lui pendant tant d'années. Mais son état s'aggravait de jour en jour. Il savait qu'un jour elle partirait. C'est ce qui s'est passé, explique Émilie. Je veux la retrouver, dit Marie. Il doit y avoir des adresses, des numéros de téléphone, où elle vivait quand ils se sont rencontrés. Et ses parents, mes grands-parents. Ne sont-ils jamais venus nous rendre visite ? Non, répondit le père. Il entra sans se faire remarquer, et les femmes frémirent même au son de sa voix. Le père vint s'asseoir sur une chaise libre et commença à raconter, en regardant sa fille d'un air distrait. J'ai essayé de la retrouver. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. La seule adresse que je connaissais était celle de son appartement, qu'elle louait avec une amie. 8 ans plus tard, d'autres personnes vivaient là, et personne n'avait entendu parler de votre mère. Ses parents ne l'ont jamais vue non plus. Elle s'était disputée avec eux et ne leur avait pas parlé depuis des mois lorsque je les rencontrais. Je ne sais même pas s'ils savaient qu'ils avaient une petite fille. Je pense que lorsqu'elle vivait au village, elle ne communiquait avec personne de la ville. Ses parents semblent être très riches. C'est tout ce que je sais. Vous voulez dire qu'il n'y a aucun moyen de la retrouver ? Demande Marie. Le père fronce les sourcils. Si elle l'avait voulu, elle aurait pu venir ici elle-même après toutes ces années. Si ce n'est pas moi, au moins toi. Ou au moins envoyer une carte d'anniversaire. Le voyage au village a laissé à Marie des impressions mitigées. Elle avait tant espéré qu'elle trouverait un indice pour retrouver la trace de sa mère. Et bien qu'elle déteste l'admettre, les paroles de son père l'ont vraiment poignardée.
Sa mère avait sûrement pu lui rendre visite pendant toutes ces années. Et si ce n'était pas le cas, elle ne voulait pas la voir. D'accord, elle aura bientôt une fille à son tour. Elle devrait aussi s'occuper de moi et me dire comment elle s'en est sortie, lui demande Tésia. Après avoir écouté la longue histoire de son amie, elle soupire. Qu'est-ce que je peux dire? Ton père a probablement raison. En fait, tu as beaucoup d'autres choses à faire en ce moment. Il y a une promotion à venir au travail. Oui, dit Marie en souriant, car l'idée de ce travail est agréable. Bien sûr, il ne s'agit que d'un poste d'assistant subalterne. En réalité, il n'y aura presque aucune différence de salaire. Et le travail consistera principalement à servir et à aller chercher. Alice a également promis d'organiser un examen théorique. Tu vas réussir, dit-elle avec confiance. Ce n'est pas grave, tout le monde commence petit. Mais tu seras un peu plus proche de ton rêve. Vous avez raison, comme toujours. Dans l'ensemble, je suis heureuse de tout. Marie jeta un coup d'œil à Tésia, sachant qu'elle serait mécontente à l'évocation d'un fiancé raté, mais elle fit une suggestion soudaine. Je me disais que nous devrions peut-être demander aux personnes que nous connaissons qui étaient au chalet d'été lorsque vous l'avez rencontré. Quelqu'un a dû l'Y amener. Nous devons connaître ses amis proches. Peut-être ses parents, ses frères et sœurs? Non, Ti. Je pensais la même chose. C'est comme avec ma mère. S'il l'avait voulu, il m'aurait contacté il y a longtemps. Mais je vais le trouver et lui dire ce que je vais lui dire. Bonjour, Christian. Salaud. Voilà notre fille. C'est pas vrai. Christiane est ma fille. Je ne veux pas qu'il ait de droit sur elle. Je l'élèverai moi-même. Si elle demande qui est son père, je te dirai tout ce que je sais, dit Marie. Tésia soupire. D'accord, c'est à vous de décider. Je t'aiderai du mieux que je peux. Marie a trouvé l'examen d'Alice assez facile. Bien que l'assistante de Cassandra ait gardé une expression nonchalante sur son visage, il était évident qu'elle était satisfaite. Enfin, elle conduisit la jeune fille dans le sein des seins de leur maison de couture, ce que l'on appelle le vestiaire. Il s'agit en fait d'une immense salle avec d'innombrables étagères contenant des vêtements, des chaussures et des accessoires. Là, Alice lui demande de composer quelques ensembles pour différentes occasions. Marie y parvient. Eh bien, félicitations, a déclaré Alice. Au fait, quelle est la date de votre accouchement? Vers le début du mois d'avril. Eh bien, pas avant un certain temps. Oh, super. Juste à temps pour être mannequin au défilé de printemps de Cassandra. Le mannequinat? Marie a décidé qu'elle s'était entendue elle-même. Je ne suis pas mannequin. Et j'ai déjà un énorme ventre. Ce sera juste ce qu'il te faut, dit Alice avec nonchalance. Cassandra est en train de créer une collection de vêtements de maternité. Elle veut la présenter à la fin de l'hiver et au début du printemps. Et elle te veut comme modèle. Oh, waouh. Mais je suis là-dedans. Ce n'est pas compliqué. Nous le préparerons. Nous aurons le temps. En attendant, voici la liste de vos nouvelles fonctions. À partir de demain, tu n'es plus concierge, mais assistant junior. En gros, tu fais ce que, disons, moi ou Cassandra ferions. Tu devras préparer les vêtements, les chaussures, coordonner les essayages, prendre les rendez-vous, t'assurer que tous les consommables sont en quantité suffisante. Et bien d'autres choses encore, poursuit Émilie en énumérant ses tâches. Au fait, combien de temps comptez-vous encore travailler? Aussi longtemps que je le pourrai. Je me sens bien et le médecin a dit que c'était bon, a déclaré Marie. C'est très bien. Bien sûr, après l'accouchement, vous serez en congé de maternité. Nous le comprenons tous. Mais n'oublie pas que Cassandra ne va pas attendre 3 ans, ni même 1 an et demi, ajoute Émilie. Marie se rend compte qu'il s'agit d'une affaire sérieuse. Elle s'imaginait déjà en tant qu'assistante junior et essayait de réaliser ce que cela signifierait pour son avenir. Combien de responsabilités y aurait-il, combien de travail y aurait-il en plus, et comment combinerait-elle tout cela avec la parentalité? Pendant un instant, j'ai pensé à Philippe. Il pourrait aider, mais l'idée a été rapidement écartée. Marie ne voulait pas dépendre de lui ni se sentir obligée. Elle a décidé de trouver sa propre voie, même si ce n'était pas facile. Le nouveau travail n'était pas facile, mais Marie s'en est sortie.
Elle s'est sentie utile et appréciée au sein de l'équipe. Et bien que la grossesse ait apporté son lot de difficultés, elle ne s'est pas plainte. Après tout, c'était son choix et elle était prête à relever tous les défis avec son amie. Marie a essayé de sortir au moins une fois par semaine. Cela ne te fait pas bizarre, demande-t-elle à Tésia. En fait, toi et moi sommes de parfaits inconnus l'un pour l'autre. Nous nous sommes rencontrés par hasard, et maintenant je vis dans ton appartement depuis 6 mois. J'ai un bébé en route. Bien sûr, pour moi, tu es un ange qui est venu du ciel et qui m'a sauvé au moment le plus difficile. Sans vous, je serais restée assise au village, à écouter les conférences de belle-maman et de Dave, les vaches. Je te serai toujours reconnaissante. Seulement, parfois, je me sens comme un parasite qui en est venu à faire confiance à un homme bon, qui vit aux dépens d'un autre. Les amis étaient assis devant la télévision, regardant une vieille comédie romantique et mangeant de la crème glacée directement à partir d'un grand pot en plastique. Tu es en train de me piéger, de comploter pour me coincer et me nettoyer, ou de me confier ton appartement, demande Tésia. Marie la regarde avec surprise, ne comprenant pas d'où viennent ces questions si étranges. Non, bien sûr que non, répondit-elle. C'est ça, dit Tess, je t'aide parce que je le veux et que je le peux. N'oubliez pas qu'une personne ne vous aide que si elle veut vous aider. Parce qu'on a toujours le droit de dire non. Marie ressent un élan de gratitude envers son amie. Merci, Tésia. J'espère qu'un jour je pourrai te rendre l'appareil. Vous payez déjà, répond Tésia. Tu fais les courses et tu nettoies la maison. Je ne parle même pas du fait que tu m'as pratiquement libéré de la cuisine. Et c'est quelque chose que je déteste de toute mon âme. Mais à l'avenir, j'ai l'intention de dire à tout le monde que j'ai vécu avec une célébrité du monde de la haute couture. Marie rit. Parlez-moi. Et la cuisine, c'est quelque chose que j'aime faire. Je pense aussi à l'avenir, à la naissance de ma fille. La première fois, je resterai à la maison, bien sûr, je ne sais pas, 1 mois, 2, 3. Alice m'a bien fait comprendre que Cassandra ne m'attendrait pas 3 ans, ni même 1 an et demi après mon congé maternité, a confié Marie à Tésia. Attendez, précise son ami. Je pensais que tu allais acquérir de l'expérience avec eux pendant l'été, jusqu'à ce que tu arrives à l'institut. Il y a un programme à temps partiel. Ensuite, je pourrais rester pour travailler à la maison de couture. Oui, ce serait certainement l'idéal, mais c'est moi qui rêve. Soupire tristement Macha. Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire mes preuves pour que Cassandra Semyonovna dise oui, c'est notre future star. Je la garderai à n'importe quelle condition. Tout d'abord, a insisté Tésia, il n'y a pas de mal à rêver. Surtout si les rêves sont soutenus par des actions. Et les vôtres sont définitivement soutenus, poursuit Tésia. Pensez Y. Il y a 6 mois, tu étais une petite campagnarde naïve. Marie acquiesce, se rangeant à l'avis de son amie. Et maintenant, vous êtes une jeune future mère confiante qui travaille dans la maison la plus à la mode de la ville. C'est un sacré bond en avant. Et puis, à la fin de l'hiver, vous aurez une sorte d'exposition. Peut-être pourriez-vous y faire vos preuves, au moins en tant que mannequin. Vous avez peut-être raison. Si je peux être utile. Pas pour faire une collection de maternité. Peut-être qu'elle me notera, réfléchit Marie. J'ai déjà quelques idées. C'est très bien. Quelles sont les autres nouvelles? Pas plus. Mais elle a menti. Marie a vu sa mère hier. Alice l'avait envoyée chercher une autre boîte. Il semblerait qu'il s'agisse de bijoux fantaisie très chers et exclusifs pour une nouvelle séance photo. Tu n'es pas une fille stupide, dit Alice. Mais juste pour te donner bonne conscience, si tu perds la tête, Cassandra, 3 pots tomberont. Et tu n'auras pas l'air d'être enceinte. J'ai compris, acquiesce Marie. Marie se trouva dans l'ascenseur, entourée de clientes joliment habillées et de boutiques de luxe, et décida de descendre au premier étage. L'ascenseur roulait lentement, s'arrêtant à chaque étage, et elle regardait attentivement les gens qui passaient. Au 7e étage, tout un groupe de jeunes filles avec des sacs entra dans l'ascenseur, et Marie se colla contre la paroi arrière de l'ascenseur pour continuer ses observations. Soudain, son attention est attirée par une femme qui sort de la boutique. Elle était accompagnée de 2 gardes et était très belle dans sa robe blanche légère. Les cheveux de la femme étaient de la même couleur blonde que ceux de Marie et ses yeux, du même bleu. Soudain, Marie la reconnaît, c'est sa mère. Le cœur de Marie battait plus fort et elle tenait à peine la boîte.
L'ascenseur passa devant la femme et Marie sentit sa mère se retourner et la regarder. Pendant un instant, leurs regards se sont croisés et Marie était sûre que sa mère l'avait reconnue. Mais l'ascenseur se déplaça rapidement et Marie se trouva déjà au premier étage avec des sentiments mitigés. Elle ne sait pas quoi faire. Devait-elle partir à la recherche de sa mère ou s'agissait-il d'une simple coïncidence? L'idée de voir sa mère lui donne la nausée et elle se précipite vers la sortie de la rue, où elle peut respirer un peu plus facilement. À l'extérieur, Marie commence à avoir des doutes. Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence? Après tout, elle n'a vu sa mère que quelques secondes. Peut-être que son esprit lui joue des tours et comble les trous de sa mémoire. Quoi qu'il en soit, l'épisode est désormais constamment présent dans son esprit. Vers la fin du mois de janvier, Marie commence à réaliser pour la première fois qu'elle est enceinte. Non. Psychologiquement, elle le savait, mais son corps ne ressentait que les mouvements périodiques de sa fille et tout ce que les autres filles du cours Protec lui avaient dit. Et la fatigue, la faiblesse, lui avaient échappé. Jusqu'à présent. Après tout, le terme n'était pas mince, elle s'est prolongée. Elle ne voulait plus se lever si tôt. Il était plus difficile d'étudier. Elle voulait s'allonger pendant la journée. Oui, c'est ce que j'ai remarqué en premier, a déclaré son ami. D'accord, Marie, tu dois te ressaisir, te concentrer sur ton travail et faire moins de ménage. Qui va s'occuper des tâches ménagères? Est-ce que tu travailles tout le temps, toi aussi? Pourquoi ne pas inviter Émilie à nous rendre visite pendant un mois ou deux? J'ai rencontré ma belle-mère lorsque je suis allé au village avec une amie pour fêter le nouvel an. Elle a charmé tout le monde. Jacques, semble-t-il, est littéralement tombé amoureux d'elle et a même regretté de devoir partir en mission quelques jours plus tard. La belle-mère s'est montrée inhabituellement vive et amicale avec sa belle-fille enceinte, faisant preuve d'une chaleur et d'une attention inattendues. Même le père s'est montré un peu moins morose que d'habitude. Émilie, dit Marie en essayant d'imaginer sa belle-mère dans leur appartement en ville. Elle ne partira pas. Elle a une ferme là-bas et son père ne veut pas la laisser partir. Elle n'aime pas la ville. Et elle ne m'aime pas non plus. Son ami sourit sournoisement et détourne son regard. Marie savait qu'en retenir un tel regard. Vous avez déjà conclu un accord dans mon dos? S'exclame-t-elle. Ce n'est pas vraiment un accord, dit-elle d'un ton évasif. Mais nous en avions parlé avant de partir. J'ai dit à Émilie qu'elle pouvait rester dans mon appartement si elle voulait faire une pause dans sa vie à la campagne. Elle était d'accord, elle s'inquiétait pour toi, d'ailleurs. Oui, j'ai besoin d'aide. Mais l'accepter de ma belle-mère, même s'il n'y avait pas d'autres options. D'accord, laisse-la venir. À l'intérieur. La jeune fille s'était déjà préparée à ce que sa belle-mère la harcèle de reproches, de conseils non sollicités et d'arguments sur ce que Marie faisait de mal et comment elle devait le faire. Mais, à sa grande surprise, pendant les 2 ou 3 premières semaines, les invités sont restés plus calmes que l'eau. Son aide, en revanche, était très visible. Marie peut désormais se permettre de se lever 1 heure plus tard. Le petit déjeuner et le repas de midi obligatoire l'attendaient déjà sur la table. Le soir, thé et elle retourneraient dans l'appartement propre et confortable. Et aussi depuis la cage d'escalier, sentir l'odeur des tartes maison, ou des pommes de terre aux champignons, ou des canards cuits selon une vieille recette. Oui, Émilie, tu ne peux pas sortir avec toi? Lui dit joyeusement Marie lors d'un dîner. Il n'y a rien de nocif dedans, a-t-il répondu. Comment connaissez-vous de telles recettes? Marie s'étonne. Tésia m'a montré comment chercher des choses sur Internet. Je sais que les filles font attention à leur silhouette de nos jours. Et j'ai lu à propos des femmes enceintes qu'il n'est pas bon pour elles de prendre beaucoup de poids. L'accouchement sera difficile et le bébé en souffrira. J'ai donc commencé à chercher des moyens de vous nourrir. Délicieux et sain. Merci, dit Marie avec sincérité. La belle-mère semble embarrassée. Ses joues étaient légèrement roses et elle balayait sa main par habitude. Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre ici toute la journée? Faire le ménage et aller au magasin, 2 ou 3 choses. C'est ennuyeux de rester assise toute la journée. Alors je cherche des recettes, s'ouvre soudain la belle-mère à Marie. D'un autre côté, il est difficile de savoir ce qui se passe. Soit elle se reposait enfin de sa dure vie à la campagne, soit de son mari lourd et silencieux. Soit Marie a grandi et Émilie ne ressent plus le besoin de lui apprendre la vie. Il s'est avéré que sa belle-mère était une femme très attentionnée et très douce, qui pensait aux autres plus qu'à elle-même.
Marie se rendit compte qu'elle avait toujours été comme cela. Elle n'avait jamais privé sa belle-fille de quoi que ce soit, n'avait jamais donné à son propre fils plus qu'elle ne lui avait donné. Seulement, elle ne savait pas comment exprimer son amour et son affection. C'est ce dont sa petite fille a besoin, elle qui grandit sans mère. Maintenant, elle s'intéresse à la voiture, à la vie et au travail. Au début, elle a écouté secrètement, furtivement, Marie raconter à son amie comment elle avait lu la biographie de Coco Chanel et cherchait des boutons carrés transparents. Puis elle a commencé à s'asseoir à côté d'elle, puis a demandé à taille le sens des mots qu'elle ne comprenait pas. Tante Nastia est devenue comme une deuxième amie. Elles ont facilement trouvé un langage commun et, avec un léger secret, la belle-mère a commencé à lire des livres, à regarder des films. Et toutes deux allaient même se promener de temps en temps, si Marie était occupée. Le jour du défilé de printemps de Cassandra est arrivé. Toute la semaine précédente s'était transformée en une journée interminablement longue et trépidante pour Marie. Elle n'aurait probablement pas survécu sans ses rouages magiques et ses escalopes de poulet, Émilie. Pour autant, il semblait se dérouler tout à fait comme prévu. Et Marie, au contraire, avait prévu de se reposer quelques jours avant le spectacle. Mais l'expérimentée Alice lui a tout de suite dit que cela n'arriverait pas, voire dans quelques jours Cassandre, assez de l'attaque. Elle va se déchaîner comme une tornade, mettre en pièces tout et tout le monde et hurler que tout va mal. Préparez-vous. Marie n'y croit pas. Sa patronne avait l'air tout à fait calme. Mais c'était exactement ce qu'Alice avait prédit. Une semaine plus tard, Marie est entrée dans le studio comme d'habitude, apportant les 2 derniers cartons de chaussures, et a réussi à éviter de justesse les sacs à main qui lui passaient sous le nez. Non, s'écrie Cassandra. C'est complètement faux. L'horreur. C'était une mauvaise idée au départ. Elle ressemble à des vaches dans ses robes. Personne ne l'acceptera. Ma carrière va s'arrêter à ce spectacle. La maison fera faillite. Cet endroit sera transformé en stand de bière. À en juger par l'assistante, elle était en colère depuis longtemps. Seule Alice se tenait fermement à côté de sa patronne, essayant apparemment de dire quelque chose à Marie, serrant ses mains en poing pour se donner du courage, et avec un sourire innocent s'approcha de la gauche. Cassandra, essayons-le sur moi maintenant, proposa-t-elle d'une voix douce. Nous verrons tout de suite ce qui ne va pas. On a tout le temps de s'adapter. Le patron fume. Qu'est-ce qu'il y a à régler? Seulement si on met tous ces chiffons en tas et qu'on y met le feu. Alice jeta un coup d'œil rapide à ses assistants qui, comme s'il s'agissait d'un signal, commencèrent à parler en chœur de son génie à Pierre et André. L'une d'elles fit la moue et roula des yeux comme une petite fille. Tout le monde est une canaille. Garcula, c'est elle, mais il était évident que la flatterie fonctionnait. D'accord, Marie, mets cette combinaison là-bas. Alors que Marie se changeait et marchait sur la passerelle improvisée, le visage de la superviseuse devint encore plus aigre que d'habitude. Ce n'est pas ça, dit-elle. Je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Marie reprend courage et dit, la ceinture est superflue. C'est comme si elle était censée souligner la taille. Seulement, je n'en ai pas et elle divise ridiculement ma silhouette en 2 parties inégales. Oui, si vous l'enlevez, l'allure sera plus douce et plus lisse, dit Cassandra, et quelques mouvements impitoyables du seuil enlevèrent la ceinture. Oui, c'est ça le truc. Elles ont donc retouché toute la collection dans le temps qu'il leur restait. Malgré tout, Marie ressentait une excitation croissante, même si elle s'était entraînée. Il était effrayant d'imaginer qu'elle, une fille de la campagne lourdement enceinte, montrait aujourd'hui sur la passerelle devant une salle pleine de gens. Qu'est-ce qui te fait peur? Encourage Alice. Ta patronne est une bête. Tu n'as pas peur d'elle aussi? Et monter sur le podium n'est qu'une promenade. Je suis désolé, bien sûr, mais c'est la soirée de Cassandra, pas ton récital. Tu seras considéré comme un modèle parmi d'autres, rien de plus. Mais chaque image d'elle sera examinée au microscope, à la recherche de défauts et dans les moindres détails. Macha est rassurée. En effet, son travail consiste à sortir 3 fois, à marcher le long du chemin dans une série de filles enceintes similaires, parmi lesquelles il n'y a même pas de mannequin professionnel, et à se reposer tranquillement. Mais Cassandra devra supporter tous les critiques, les concurrents, les journalistes et ceux qui veulent simplement exprimer leur opinion. La jeune débutante est venue soutenir Théa et Émilie. En guise de remerciement, Marie leur a préparé elle-même les images du spectacle. Thé s'est assise dans une longue robe verte émeraude, qui a fait disparaître mes cheveux roux bouclés,
et belle-mère dans un élégant tailleur pantalon beige clair, elle s'est même redressé le dos. Et personne ne penserait aujourd'hui que cette femme a vécu toute sa vie à la campagne, gardant des vaches et labourant un potager, remarque-t-elle. Marie ne se souvenait pas de sa première sortie. Le hall devant ses yeux s'estompait en un grand flou, et elle s'est contentée de marcher machinalement en gardant un sourire pratiqué sur son visage. Toi, bonne fille. C'était génial. Change-toi vite pour la deuxième sortie, lui dit Alyssa. La deuxième fois, c'était déjà un peu plus calme, a répondu Marie. Elle a même trouvé Tess et sa belle-mère au troisième rang et leur a souri. En même temps, un vague malaise l'envahit. Elle ne sait pas de quoi il s'agit. Elle n'avait pas mal au ventre, donc ce n'était pas lié au bébé. Je crois qu'elle a vu quelque chose dans le hall. Mais qu'est-ce que c'est? Changez vite. Tu fermes? Lui demande Alice. Pour la troisième fois, bien qu'elle soit la dernière à partir, Marie est absolument confiante. Le spectacle touche à sa fin et, à en juger par le visage satisfait de Cassandra, il s'est magnifiquement déroulé. La réaction du public montre clairement qu'il s'est amusé. Ses yeux glissent sur le premier rang, et Marie manque de trébucher lorsqu'elle aperçoit une blonde fragile dans une robe noire éblouissante. C'est elle. Il n'y a plus de doute possible. Sa mère la regarde droit dans les yeux. À peine le temps d'attendre qu'ils descendent de scène, Marie s'est mise à courir sans même se changer. Les invités du spectacle se dirigent vers la salle voisine où se tient le buffet. Marie se faufile entre les invités. Quelqu'un l'a reconnue, la complimenta, mais elle n'entendit rien, cherchant dans la foule la blondeur et la robe noire qui lui étaient familières. « Maman !» cria-t-elle lorsque son regard se posa enfin sur la femme. Il n'y avait plus aucun doute. Elle n'avait pas vraiment changé en 12 ans. Bon, peut-être que ses pommettes étaient devenues un peu plus aiguës et son regard un peu plus dur. « Marie !» dit la femme avec précaution et lui touche légèrement la main. Elle avait l'air plus effrayée que satisfaite. « Vous m'avez reconnu, maman ?» demande joyeusement Masha. « Bien sûr, ma fille. Comment pourrais-je ne pas reconnaître mon bébé, même si tu as grandi ?» sourit sa mère en désignant son ventre d'un signe de tête. « Tu te prépares à devenir mère ? J'espérais que tu ne l'aurais pas aussi tôt que moi. »« Tôt ?» demande Masha, perplexe. La mère a détourné le regard. Apparemment, elle ne voulait pas attirer l'attention. Quelque part au loin se profilaient les silhouettes vaguement familières d'hommes en noir. Masha se souvint qu'il s'agissait des gardes qui avaient accompagné sa mère au centre commercial. « Prenons un peu de recul », suggère affectueusement maman. Ils traversèrent le hall et sortirent sur le balcon couvert, où il faisait chaud et vide. La mère soupira, perdit son whisky et, apparemment décidée à tout raconter, commença. « J'avais 17 ans quand je t'ai mis au monde », commence maman. Et d'une manière ou d'une autre, il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'elle avait une mère si jeune. Christian n'était pas au courant. Je ne lui en ai parlé qu'à l'église. Il s'est rendu compte de ton existence plus tard, poursuit la mère. Devinez quoi? Demanda Masha, qui s'en rendit compte immédiatement. Je ne suis pas sa fille. Maman baisse les yeux. Oui, j'étais très jeune à l'époque, stupide, gâtée. Mes parents sont très riches, ils ne m'ont jamais rien refusé. Cela a probablement joué un rôle. Lorsque je suis devenu adolescent, j'ai soudainement commencé à montrer mon caractère, je buvais, je fumais, je sortais avec différents méchants. Et puis un jour, je ne sais plus pourquoi, je me suis disputé avec mes parents et j'ai décidé de m'enfuir de la maison et de commencer une nouvelle vie, se souvient-elle point j'ai trouvé un nouvel ami et nous avons commencé à louer un appartement. J'avais de l'argent. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte, et c'est là que j'ai rencontré Christian. Il était si simple, si honnête, complètement différent des hommes que j'avais connus avant lui. J'ai décidé que l'univers m'envoyait un signe et je suis parti avec lui à la campagne pour que mes parents ne le trouvent pas. Je me suis marié. Puis tu es né, et puis, eux. Pourquoi es-tu parti ? Demande Marie d'une voix complètement sèche. Sa mère la regarde avec culpabilité et détourne immédiatement les yeux. Je ne pouvais pas y vivre. La ferveur de la jeunesse s'est rapidement estompée. Je me suis rendu compte que j'étais trop jeune pour être la femme de quelqu'un, et encore moins une mère. Elle prend soudain la main de sa fille, qui a du mal à s'empêcher de lui arracher la paume. J'ai essayé, honnêtement, poursuit maman. Si tu savais à quel point je me suis persuadé de rester tous les soirs.
Quand Christian et toi vous endormiez, je vous regardais et je disais, les voilà, ma famille, mon mari, mon enfant. Mais je ne ressentais rien. Vous étiez comme des gardiens qui me gardaient dans une cage dont je ne pouvais pas sortir. Comme les gardes? Demande Marie, les larmes coulant sur ses joues. Et un jour, je me suis enfui, poursuit sa mère, comme si elle ne l'avait pas entendu. Au début, je voulais laisser un mot, pour tout vous expliquer, à toi et à Christian, mais je n'ai pas trouvé les mots. Dans 12 ans? Demande Marie à voix basse. Tu n'as même pas pu m'envoyer une carte d'anniversaire. La mère baisse la tête. Tu es retourné chez tes parents? Tu ne leur as pas parlé de moi? Non. Savez-vous qui est mon vrai père? Elle haussa les épaules. Pour être honnête, je ne me souviens plus de grand-chose. Je traversais une période difficile à l'époque. Et après mon retour en ville, je n'ai plus jamais revu personne de cette entreprise. Vivez-vous actuellement avec vos parents? Maman a secoué la tête négativement et a dit très calmement. Non, avec mon mari. Est-ce sa façon de vous protéger? Elle a haussé les épaules d'un air embarrassé. C'est un homme très riche et très jaloux. Maman se mordit la lèvre inférieure et dit d'un ton piteux d'adieu. Je ne voudrais pas qu'il découvre votre existence. Tu ne m'as pas vu, Marie. Marie secoue la tête négativement. Sa mère s'est soudain redressée et a souri. J'ai donc eu une idée géniale, si tu veux, je te présenterai à tes grands-parents. Et toi et moi, on pourra se voir quand tu voudras. Puis elle se retourne vers les gardes et ajoute. Bon, peut-être pas très souvent, mais je peux t'appeler ou t'envoyer un message de temps en temps. C'est ce que tu veux, maman? Demande Marie en la regardant dans les yeux. La mère a l'air à la fois coupable et effrayée. Marie réalise soudain qu'elle n'est pas du tout heureuse de voir sa fille. Elle aurait pu être contente au début, parce qu'elle pensait être soulagée de la culpabilité qui pesait sur ses épaules depuis tant d'années. Mais à présent, elle semblait plus effrayée par ce que son nouveau et riche mari penserait d'elle. Marie détourne les yeux et, à travers la porte vitrée du balcon, elle aperçoit soudain sa belle-mère qui semble la chercher. Anastasia Valerievna semblait très agitée. Soudain, elle tourna la tête, aperçut Marie et un soulagement se dessina sur son visage. Marie se souvint alors clairement de la façon dont elle avait attrapé la grippe à l'âge de 11 ans. Elle avait 40 de fièvre et sa belle-mère était restée avec elle pendant 3 jours, l'essuyant avec une serviette mouillée, buvant du bouillon de framboise et du bouillon, et posant sa grande paume fraîche et large sur son front. Je me suis aussi souvenu du bal de fin d'année. Marie voulait faire sa propre robe. Avec sa belle-mère, elle s'était rendue dans le village voisin et avait passé une journée entière au marché, sous la pluie, à la recherche du bon tissu. Lorsqu'elles l'ont enfin trouvé, sa belle-mère a longuement marchandé, faisant baisser le prix. Marie est alors honteuse et embarrassée pour Émilie. Ce n'est qu'au moment de payer qu'elle s'aperçut que sa belle-mère avait pris le reste de l'argent dans son sac. Si elle n'avait pas réduit le prix, elle n'aurait pas eu assez d'argent pour l'achat point où était passée sa propre mère pendant toutes ces années. Elle jouait les filles grincheuses pour ses parents, à qui elle n'avait même pas dit qu'ils étaient devenus grands-parents. Sa mère n'a jamais grandi. Elle jouait la famille quand elle était jeune, quand elle s'ennuyait, elle quittait son mari et sa fille, les excluant facilement de sa vie. Comme un élève négligent qui arrache les pages abîmées d'un cahier. Puis elle est retournée chez ses parents, se faisant passer pour une fille innocente qui avait un peu de pitié. Puis elle a trouvé un nouveau mari qui la chérira et la protégera comme la même petite fille. Comment a-t-elle pu être aussi aveugle toute sa vie? Tu retrouveras ta mère 2 fois encore. La première fois durement, puis pour de bon. La signification de ces mots était désormais évidente. Marie ouvrit la porte vitrée et sortit à la rencontre de sa belle-mère. Elle voulait dire quelque chose, mais elle n'en a pas eu le temps car Marie la serrait très fort dans ses bras. « Qu'est-ce que tu fais » demande-t-elle craintivement, en caressant doucement le dos de sa belle-fille. « Nous t'avons perdu ici, tu étais avec une femme. » « Au fait, qui est-elle » ? « Personne, » répond Marie avec fermeté. « Personne. » « Tu as choisi un bon prénom, Christiana, » dit Émilie en poussant la poussette de sa petite fille sur le chemin du parc. Elle était toute brillante et souriante. Marie sourit. Oui, sa fille fait le bonheur de tous ceux qui l'entourent. Elle grandit vraiment pour devenir une fille calme et douce. Elle n'avait que 3 mois et Marie commençait déjà à courir pour se rendre au travail. Christiana est restée sous la garde de sa grand-mère et de tante Tésia. Quelquefois,
elle a même emmené sa fille avec elle. Cassandra a proposé à Marie de créer une ligne de vêtements pour enfants après ses vacances. Alors, allez-y doucement, a déclaré la responsable. Après le salon de printemps, nous avons pratiquement conquis le marché de la maternité. Il est logique qu'elles veuillent maintenant habiller leurs enfants chez nous. Marie promet d'y réfléchir. Elle poursuivait ses études, bien que par correspondance, avec un enfant et un travail. Bien sûr, elle n'aurait pas pu le faire sans l'aide d'Émilie. Elle n'était même pas restée longtemps dans le pays. Elle était juste venue s'assurer que son mari et la maison allaient bien. Et après moins d'une semaine, elle demandait à repartir. « Tu ne manques pas à Christian ?» lui a demandé T une fois. Émilie haussa les épaules. Il n'a jamais été émotif avec moi. Même lorsque nous nous sommes mariés, il m'a dit « Je t'aide à élever ton fils et tu m'aides à élever ma fille. » C'est tout ce qu'est l'amour. Je ne pense donc pas que je lui manque. En ville, la belle-mère se sentait mieux et aimait se promener avec Marie et sa petite fille dans le parc. Marie ne pouvait même pas appeler sa belle-mère. « Oh, quelle belle voiture !» dit soudain la femme, admirative, en désignant une Mercedes noire de l'autre côté de la rue. Marie regarde et frissonne. La voiture lui semble très familière. Une seconde plus tard, un grand et très beau jeune homme aux yeux sombres et perçants, accompagné d'une brune aux longues jambes vêtue d'une robe courte, sortit de la Mercedes. Elle le reconnaît immédiatement. La première seconde, elle n'arrive pas à croire à ses sensations. Pour s'en assurer, elle a appuyé sa main sur son cœur. Il bat régulièrement. Sa respiration ne s'accélère pas. Ses jambes ne tremblent pas. Elle n'avait pas envie de s'évanouir ou de courir dans ses bras. Oui, Marie ne ressentait rien d'autre. Pour Philippe. Pour le passé. Ne retourne pas dans le futur, dit-elle pensivement. Émilie capte son regard perplexe, sourit, se détourne de la voiture et fait rouler la poussette dans le parc.